Bon, François, comment je te présente du coup? Le kiné préféré de ton combattant préféré, c'est ça? Non, 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 ça c'est déjà pris ça. Non, 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 François Maubert, on me connaît comme ça, donc François Maubert, kiné spécialisé dans les sports de combat Mhm. et préparateur physique. Ça fait combien de temps du coup que tu fais ça? Ça va faire 10 ans à peu près. Ça Ouais. va faire 10 ans. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire ça à la base? C'est depuis tout petit en fait. J'ai baigné dans les arts martiaux depuis que j'ai 5 ans, grâce à mon père. Et du coup, dans les arts martiaux, il y a une espèce de culture de l'homme médecine qui peut détruire aussi. C'est voilà. Et donc bah moi c'était ça mon goal, c'était d'être euh, le combattant le plus complet possible. Voilà, quand on est ado, quand on est enfant, on veut être le meilleur. Et je me suis dit ok, si je veux être le meilleur combattant, va falloir que j'apprenne comment le corps humain fonctionne, comment le détruire, comment le soigner. Et du coup, bah, je me suis intéressé, je sais pas, j'avais 10 ans, je me suis intéressé à l'anatomie, à l'acupuncture, et j'ai commencé à, voilà, de fil en aiguille, puis je me suis dit, ah oui, en fait, on peut soigner, mais moi, je veux soigner les combattants, en fait. Et puis c'est comme ça, après, j'ai commencé à m'occuper des gars de mon club, j'avais, pareil, adolescent, et puis de fil en aiguille, comme ça s'est fait spontanément. Après, bien sûr, comme tous les enfants, je voulais faire partie de la police aussi, voilà. Voilà. T'étais pratiquant de quoi à la base? À la base, j'ai fait karaté. Et puis après, Mhm. après j'ai fait tout le Japon. Après, je suis parti en Chine, dans le sens Japon, dans le sens karaté, aikido, judo. Après, quand je suis tombé dans les arts martiaux, en fait, et que j'ai vu tous les arts martiaux qu'il y avait, je voulais tout faire. Et je me suis fait 2, 3 ans de ci, 2, 3 ans de ça, en parallèle. Bref, à la grande joie de mes parents qui devaient payer des cotises partout. Mhm. Et puis après, bah, je suis parti en Chine, au temple Shaolin, pour voilà, pour avoir qu'est-ce qui me correspondait le mieux en termes de d'arts martiaux et de sport de combat, vu que c'est là-bas quand voilà, j'ai grandi avec le magazine Karaté Bushido et il se trouve que dans le magazine il y avait Shaolin et on disait que c'était la Mecque et que c'était là-bas qu'il fallait aller et tout. Donc j'ai été là-bas et j'ai fait 2 étés là-bas. Je devais avoir je sais pas 14 15 ans. Et j'ai demandé au moins un instructeur quel style me correspondait le mieux, et puis il m'a montré tous les styles de kung fu différents. Et il y en a un qui a retenu mon attention, c'était Wing Chun. Et à partir de là, je suis rentré en France, je fais du Wing Chun. Et puis du Wing Chun, après, il y a l'arrivée du MMA, donc MMA, avec le grappling, le jiu-jitsu, et puis puis toutes les différentes boxes. Si, bref. Ok. Et t'avais quel âge quand tu y allais en Chine? 15 ans, truc comme ça. Ok. Ouais, donc ça a dû encore plus te donner envie de devenir kiné, parce que j'imagine que là-bas, les pratiques de médecine, elles sont aussi Bah ouais, là-bas, assez en poussées. fait, ils te forment à être un combattant, à être un moine, tu dois aussi t'auto-guérir. Donc, ils te forment à tout ce qui est médecine chinoise, etc., pharmacopée. Après, ça fait cumuler par les vacances, ça fait peut-être 6 mois. Donc, au final, c'est, euh, tu vois, je vais pas dire j'ai fait un an de formation continue, tu vois, c'est tranquille. Puis j'avais Ouais. 14 ans, moi je voulais juste me taper, hein. Ouais, ouais. Mais t'étais vraiment immergé dans cette Ah ouais, culture-là, ouais, quoi. c'était Dans les. complètement, bah, ouais, non, c'est vraiment, tu vois, Ah, ah, ouais. ouais, c'est- Ouais, ça a dû te faire un choc quand même, parce qu'à 14 15 ans, enfin, en même temps, t'étais passionné, donc ouais, non, c'était cool, mais. en fait, ça m'a pas fait un choc tant que ça, c'était normal pour moi, en fait. Et c'était juste, j'y vivais mon kiff. Hmm. Non, par contre, c'est un choc quand, vers 18 ans, j'ai travaillé comme videur. C'est-à-dire que quand je suis sorti du temple, enfin entre guillemets, j'étais un peu dans un mood très, voilà, tout le monde est tout beau, tout gentil. Et de là, bah, j'ai commencé vers 18 ans à être videur. Et là, c'était pas la même. J'étais un peu choqué, quoi. Hmm. Et donc, du coup, alors, t'as pratiqué. Donc, videur, c'était vers quel âge? Vers 18 ans, 18, 19 ans. Ok. Et t'as commencé à pratiquer en tant que kiné officiellement, Kiné enfin, sous le. officiellement 27. Ok.
Donc il y a eu du chemin quand même Ouais. entre 18 Ah bah et ouais, parce 27, ouais. que avant j'étais podologue. Hmm. Et du coup, j'ai fait 10 ans de videur. 10 ans de videur. Après, j'ai fait videur podologue, qui était un peu en même temps. J'ai pas fait trop, très longtemps podologue. Et après, j'ai continué kiné. Ok. Et donc quand tu as commencé en tant que kiné dans les sports de combat, tu as commencé dans un sport en particulier ou t'étais vraiment, enfin déjà, tu touchais déjà à tous les sports? Comment ça se passait? Tu veux dire au cabinet ou avec les combattants sur le terrain? Bah, les deux du coup, parce que Bah, en alors tu gros, dissociais, ouais, tu dissociais le cabinet ouais, en de... gros, quand t'es kiné, t'es kiné, on appelle ça kiné de ville, t'es kiné, tu reçois tes patients dans ton cabinet, voilà. Après, t'as kiné du sport, où là, tu peux être kiné de ville, et t'as une population qui est quand même assez sportive, et en plus, tu vas sur le terrain de compétition, où tu fais de la kiné du sport. Et donc voilà. Donc moi, kiné de ville, voilà, j'avais forcément beaucoup de combattants. Pas forcément au début. Au début, on prend ce qu'on a, on sort de l'école, on n'est pas encore assez connu. J'avais un petit peu de combattants, mais pas, voilà, le bouche à oreille commençait gentiment. Et puis après, très rapidement, comme je faisais partie du M1 Factory, et puis je faisais partie après de l'équipe de France de Mouet, de kick. Enfin, très rapidement, ça s'est fait, je sais pas, en l'espace de 6 mois. Genre, je sors de l'école en juillet, je commence à travailler août-septembre. Au mois de janvier, j'accompagnais Francis Ngannou à l'UFC. Donc, Hmm. ça fait pouf d'un coup. Ouais. Donc, j'étais pas prêt, la vitesse du truc. Que des concours de circonstances. Ouais. Et puis voilà, puis petit à petit, bah, à partir du moment où j'ai accompagné Francis, où j'étais au MMA Factory et que je m'occupais de l'équipe de France de Mouet et de kick, bah là, mon cabinet a commencé à se remplir de combattants. Et, euh, et puis voilà. Puis après, j'ai toujours fait cabinet et voyage, cabinet voyage, cabinet voyage. Ok, quand tu dis voyage, c'est-à-dire? Pour Euh, accompagner les différentes équipes, je travaille donc avec l'équipe de France de Mouet, de kick, de MMA, de grappling. Et j'accompagne des combattants individuels. Alors Francis Ngannou, voilà, je l'ai accompagné pour son combat contre Ken Velasquez à Phoenix, aux États-Unis. Et du coup, bah voilà, je pars avec eux. Ça, les voyages, je pars avec eux. Je fais les championnats d'Europe et du monde avec les différentes équipes. Et puis il y a des individuels qui me contactent pour que je les accompagne. Voilà. Bon. ok. Non, bah, on va pouvoir discuter de tout ça, de comment ça se passe, enfin, comment est-ce que tu accompagnes concrètement, en amont et puis même bah, le jour J, quoi. Mais avant ça, du coup, tu dirais que c'est quoi les sports qui te prennent le plus de temps aujourd'hui? C'est quand même sur une base striking ou tu vois, tu fais un peu de lutte grappling aussi? Qui me prennent plus de temps par rapport au travail. Ouais. Ouais, j'essaie de répartir de manière égale en fait, hein, mais on va dire quand même plus striking, plus kick et ouais. Mhm. Et les blessures, elles sont différentes, j'imagine. Ah ouais, là ça n'a rien à voir. Hein. Là, Ouais. ça a rien à voir. Comment tu dispatcherais les blessures selon Dans le le type de dans sport? l'ordre, on va dire du plus violent au moins violent, t'as le grappling et tous les sports de préhension. Bah, par définition, le but de ces entraînements, enfin de ces compétitions, c'est de faire des clés et des étranglements à des personnes. Donc forcément, si tu rajoutes à ça la notion de compétition et d'ego, bah les gars ils tapent pas ou ils tapent tard. Et du coup, bah ça fait des grosses entorses de coudes, des luxations d'épaule, des fractures. Euh, c'est ouais, c'est assez violent. Après, il y a le mouet. Dans l'ordre, il y a le mouet qui est aussi violent, mais plus en termes de coupure, d'impact, d'entorse par choc, en fait. Au niveau des genoux, au niveau des chevilles, et puis fracture de main et fracture de pied. Ça, c'est plus au mouet. Et après, euh, il y a tout ce qui va être kick, où là, bon, bah forcément, c'est plus le membre inférieur qui va prendre. On peut aussi avoir les fractures, mais il n'y a pas les coudes. Donc il y a moins de coupures, il y a moins de traces, on va dire. Et après, en dernier, tu as le MMA qui est, comme c'est très polyvalent, les impacts sont répartis partout.
Dès que la personne elle voit qu'elle est dominée en striking, boum, elle passe en lutte. De la lutte, elle passe au sol. Donc en fait, voilà, il y a en MMA, tu te fais bien chiffonner quand même. Ça dépend après les combats. Il y a des combats de grappling qui s'il se passe rien, si la personne elle est soumise en une seconde, le mec il est frais comme un gardon. Et puis il y a des combats de MMA, c'est tellement la guerre que le gars il boursouflé de partout. Donc ça dépend aussi de comment se passe le combat. Ok. Et y a pas. C'est marrant que tu dis ça parce que tu sais, bah, c'est souvent dans les médias, après les pratiquants, on pense autre chose forcément, mais on dit souvent que dans le MMA, enfin le MMA c'est le sport le plus violent où tout est permis, etc. Ouais, non, en Mais au fait, final, là, de ce que tu me dis, ouais, c'est. non, le MMA, c'est le sport de combat où tu as le plus de règles. Parce qu'en fait, il prend, donc c'est mixed martial art, c'est le mixte de tous les sports de combat. Et donc, c'est pas seulement le mixte technique, c'est aussi le mixte règles. C'est-à-dire que, je sais pas, il doit y avoir une trentaine de règles différentes ah bah alors, s'il met la main comme ci, s'il met la main comme ça, on peut pas le frapper. On peut pas frapper, bon, classique dans les parties, la gorge, les yeux, on peut pas tirer les cheveux, on peut pas mettre les doigts dans les orifices, on peut pas, enfin, il y a plein de choses qu'on peut pas faire en fait, qui à l'origine effectivement n'existaient pas. Mais bon, on va dire que ça s'est un peu édulcoré avec le temps. Parce qu'avant, il n'y avait pas de limite de temps. Avant, c'était à main nue. Voilà, c'est. Mais bon, force est de constater que ça n'a pas duré. Donc, ils ont bien été obligés, les gars, de mettre des règles. Parce qu'au bout d'un moment, bah, du coup, le roadster, tu peux pas faire un business sur un truc où le gars il va faire deux combats et puis arrêter. Parce que c'est trop violent, en fait. C'est débile. Donc, voilà, il se fait mettre KO, il se prend une commotion. Il combat allez, deux fois par an. Tu peux pas faire un business sur ça. Donc ils ont été obligés de mettre des gants, faire un truc qui fasse que le combattant puisse recombattre assez rapidement quand même. Donc pour ça, ils ont mis beaucoup de techniques, beaucoup de règles. Ils ont pris les règles des sports de combat qu'ils ont piqué. Donc le grappling, etc. Enfin, donc en vrai, le MMA, c'est ce qu'il y a je vais pas dire plus safe, parce il y a quand même du grappling et de la lutte, qui sont les deux sports les plus traumatogènes pour le corps. Mais, euh, mais ouais, ça va, c'est safe quand même, le MMA. Tu remarques une évolution entre bah, quand tu as commencé à accompagner des combattants de MMA et aujourd'hui au niveau des blessures qui sont causées sur les combattants? Ouais, là maintenant, le MMA actuel, c'est un MMA qui est tellement technique, qui est tellement les gars ont augmenté en fait de level. Avant, à l'époque, le MMA, fallait déjà avoir une base de quelque chose. Fallait faire de la boxe anglaise, fallait faire du Muay Thai, et après, tu commençais par le MMA avec un bon bagage de ton style, et tu pratiquais, et voilà. Et donc, comme tu avais ton style, ça faisait une opposition de style, et voilà, c'était en gros celui qui imposait son style, quoi. Là maintenant, c'est plus du tout ça, parce que maintenant les jeunes, ils commencent par le MMA direct, et donc du coup, ils font du MMA et ils ont développé du coup le MMA à part entière. C'est-à-dire que le MMA, c'est plus un mixte, c'est vraiment du MMA. C'est vraiment un sport de combat à part entière avec ses techniques, la lutte du MMA. C'est pas de la lutte gréco-romaine, c'est pas de la lutte libre. La boxe anglaise du MMA, c'est pas de la boxe anglaise, c'est une boxe de MMA parce que les gars ils sont plus petits, donc tu peux pas te protéger comme ça. La garde elle est un peu plus en avant. Les mains elles sont presque comme ça, ils sont pas fermés. Enfin, il y a plein d'adaptations qui sont mises en place, qui fait que là maintenant le MMA a complètement changé et techniquement on est sur un truc qui commence vraiment à être haut level, hein. Donc ouais, ça a clairement évolué. Après en termes de blessures, forcément, on prête plus attention maintenant à la santé des athlètes. Donc, ils sont beaucoup plus encadrés. Il y a tout un staff médical qui débarque dès que la blessure est grave. Non, on va dire que là, en ce moment, alors je sais, j'ai pas les stats avant, peut-être que je m'intéressais pas avant, je sais pas. Mais là, en ce moment, je dirais que il y a beaucoup de staff fille au coq.
Donc, Ouais. je sais pas si c'est lié à l'engouement pour le MMA. Du coup, il y a plus de personnes qui se présentent dans les salles. Du coup, bah, il y a, ça fait plus de microbes et de bactéries sur les tatamis. Je sais pas, mais en ce moment, il y a des stars partout. C'est vraiment une galère. Ouais, c'est un fléau, ça, j'ai Ouais, l'impression, en ce moment. bah ouais, parce que il suffit de, tu vois, enfin, je connais des petits jeunes, ils s'entraînent tous les jours. Bah, ils se douchent pas forcément, ils ont pas une hygiène forcément folle. Et donc, ils font plusieurs entraînements dans la journée. Enfin, donc, des fois, c'est un peu limite. Puis les Ouais. clubs, des fois, ils se prennent pas la tête à nettoyer le sol entre chaque entraînement. Quand tu as 3 entraînements dans la journée, avec plein de sports de combat différents, tu vas pas nettoyer après chaque combat. Tu vois, après chaque, tu pètes un câble. Donc bon, Ouais. c'est en train de se mettre en place, mais c'est en vrai, c'est une galère. Toi, tu recommandes quoi par rapport à ça pour les Bah, d'une combattants, manière genre générale, hygiène physique, hygiène vestimentaire. C'est-à-dire qu'en gros, pour moi, le rash guard, c'est la base. C'est-à-dire on doit pas avoir de surface de peau. C'est quand j'en vois certains qui tombent torse nu, c'est orienter des problèmes. Il suffit que il y ait le scratch de ton gant qui te fait une petite entaille, parce que ça, voilà, tu combats, donc ça fait une petite entaille. Après, tu te roules par terre dans la sueur. C'est évident que tu mets porte d'entrée plus stack par terre. C'est évident. Donc avoir un rash guard vraiment complet qui se termine là, et pareil pour les jambes, hein, vraiment une combi complète. Ça, c'est quand même, ça limite quand même bien les choses. Après, quand on sort de l'entraînement, quand on sent que ouais, on a tourné avec des gars qui étaient pas très très clean, bah se faire une petite douche avec un shampoing antibiotique, ça peut être intéressant. Pas en abuser non plus parce que les staffs, on en a besoin. Hein. On a le premier protecteur des staffs des autres, c'est notre staff à nous. Donc c'est quoi exactement, François, un staff en un fait? staph, c'est une bactérie, c'est staphylocoque doré, c'est une bactérie qu'on a partout sur notre corps. C'est juste que notre bactérie n'est pas agressive pour nous. Elle peut l'être, mais d'une manière générale, elle n'est pas agressive pour nous. Et le rôle des bactéries qu'on a sur notre corps, c'est de protéger bah, les bactéries de l'extérieur. Et il se trouve que voilà, ça forme une espèce de barrière protectrice. Si on se met à se faire des nettoyages trop souvent, c'est pour ça que se doucher 3 à 4 fois par jour, c'est dangereux. Enfin, ça n'a pas d'intérêt parce que faire ça et ça peut être aussi une autre manière de se choper des staffs, c'est trop se doucher. C'est ceux qui combattent 3 fois dans la journée, qui prennent 3 douches. Ben ça, petit à petit, si tu fais ça tous les jours, ta barrière cutanée, elle sert à rien en fait. T'as plus de protection. Et donc, il y a un dosage avec l'hygiène, mais c'est sûr que voilà, quand tu sens que ça a vraiment été crade, tu te prends un petit shampoing antibiotique. Moi, je pense que tu vois là, 15 jours avant un combat, ça serait pas mal de se faire un petit shampoing, une petite douche antibiotique tous les jours, juste pour être sûr de pas développer de trucs. Mais après, voilà, faut pas en abuser, mais ça, c'est en cas d'urgence. Et d'une manière générale, se doucher, mais raisonnablement. Je pense que se doucher une fois par jour, se doucher là, avant l'entraînement et après l'entraînement, ça fait deux. Bon, c'est pas mal. Sans prendre des produits trop agressifs, ça me paraît être pas mal quand même. Et alors pour ceux qui prennent deux douches, faire une douche sans shampoing, enfin sans gel douche et une avec, ça peut être Non, une faut bonne prendre un idée truc ou... doux. Hein. On peut prendre une avec un truc un peu plus agressif et l'autre avec un truc très très doux, un savon doux, un truc vraiment pH neutre, bio, enfin un truc qui est vraiment doux et pas agressif pour la peau, et un autre qui est un peu plus corrosif pour, euh, pour ouais, se débarrasser des éventuels Ouais. staph, quoi. Ok, bon bah écoute, très très cool ces conseils. Bon alors du coup si on en revient à ton rôle toi dans les équipes, comment est-ce que tu accompagnes les combattants concrètement? C'est en amont jusqu'à combien de mois avant un combat? Comment ça se Bah, passe? en gros, moi mes formations, je les ai pensées en mode, je me suis dit, ok, je veux être sur tous les terrains du combattant. Donc, le combattant, il vient dans mon cabinet. Ça commence souvent comme ça. Il se blesse, Mhm. je le rééduque. Une fois que je le rééduque, je refais sa réathlétisation, donc qui est la transition entre
le, la rééducation et la préparation physique. Donc, je fais sa réathlétisation, et après je fais sa préparation physique, et après je le suis. Donc du coup, en termes de formation, donc j'ai fait kiné, après j'ai fait la formation de préparateur physique, et j'ai fait la formation de cutman. Comme ça, je suis vraiment la personne de A à Z. C'est-à-dire qu'après, je l'accompagne sur le combat, je la suis dans le vestiaire, elle combat, je suis dans son coin, je la soigne, après elle sort du combat, elle se blesse, du coup hop, retour au cabinet, et ainsi de suite comme ça. Donc ouais, il y a une partie que je traite pas, qui est la nutrition et la prépa mentale. Parce que ça, je pense que chacun doit rester à sa place. Il y a trop de coachs qui se croient, enfin qui se croient tous un peu omniscients, ils savent tout, ils ont fait une formation sur YouTube de ci, ils ont vu un podcast de ça y est. Pour eux, ils sont formés et ils peuvent se permettre de donner des conseils et tout qui sont souvent obsolètes et du coup moi je pense qu'il faut rester à sa place donc je suis kiné préparateur et cutman et je reste là-dessus quoi et tout ce qui est nutri et prépa mentale c'est important mais c'est aux combattants de gérer ça. Ok. Et tu vois combien de fois par semaine les combattants? Ça dépend. Il y a certains combattants, je les vois 3 fois par semaine. Je les vois donc le jour du combat. Puis il y en a d'autres, je vais les voir, je sais pas, une fois tous les 15 jours. S'ils font des camps d'entraînement en Thaïlande ou autre, bah quand ils viennent sur Paris, je m'en occupe. Voilà, ça dépend, ça dépend. Tu fais que du physique, tu fais pas de visio genre pour savoir, Si si si, pour donner des bah si conseils via à... Insta, ils m'envoient il y a certains combattants qui m'envoient des trucs via Insta, surtout ceux qui sont aux États-Unis, parce que aux États-Unis, un avis, un conseil, un kiné, c'est $300. Le $300 les 2 heures, 300 $400 les 2 heures. Donc bon, euh, pour des trucs qui sont pas forcément super quali. Donc du coup, il m'envoie des messages, il me dit voilà, bah tiens, j'ai ci, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses? Bon, après, on fait ce qu'on peut, mais après, à distance, c'est pas optimal quand même. À distance, c'est pas optimal parce que t'as pas quand tu vois pas la personne, quand moi je suis kiné, donc c'est avec les mains que je gère. Donc quand j'ai pas la sensation du tissu, si je sais pas si c'est enflammé, pas enflammé, ou, tout ça. Moi, tous ceux qui font de la kiné à distance, je peux pas m'empêcher de croire que vous foutez un peu de la gueule du monde, quoi. Il y en a beaucoup qui font ça, hein. C'est en train de se Hmm. démocratiser. On dit ouais, consultation à distance. Ça s'est beaucoup développé après le Covid, où ils faisaient des consultations à distance. Bah, moi, franchement, quand on me dit vas-y, donne-moi des exos pour ça, je dis bah écoute, ta question, tu la mets exactement sur ChatGPT et sur YouTube, et je te jure que tu auras tout ce que tu veux. Tu auras tous les trucs. Tu l'auras en anglais, en espagnol, en accéléré, tu l'auras comme tu veux. Donc, Ouais. ouais. C'est plus du suivi, quoi. C'est pas de la, tu fais pas Ouais, de je peux faire un pratique à suivi. C'est-à-dire la distance. personne, je l'ai déjà vue, j'ai déjà, voilà, et je sais comment elle fonctionne, etc. Je comprends. Et elle me dit j'ai ça, ça, ça. Mais bon, dès que ça devient traumatique, quand j'ai pas vu, c'est compliqué quand même, parce que je peux pas savoir le degré vraiment de difficulté de la personne. Elle peut m'envoyer une vidéo et me dire regarde quand je fais ça, ah là ça fait mal, et puis là ça fait mal là, ok. Mais quand tu palpes pas, moi j'ai besoin de palper, de savoir attends, fais voir, est-ce que c'est là ou c'est là? Parce que entre ici, ici et ici, t'as trois zones anatomiques différentes, t'as trois tissus différents. Là t'as un tendon, là tu peux avoir un petit nerf, là tu peux avoir un ligament et juste à côté t'as un os. Donc le mec il sait pas ça, mais qui me dit j'ai mal là, par là, là. C'est quoi? Comment tu veux que je t'aiguille après? Parce que si c'est un os, ça peut être une fracture. Si c'est un nerf, ça peut être une petite névralgie, une petite inflammation de nerf. Bah, les délais, ils sont pas les mêmes. Parce que le but que le mec il m'envoie un message, c'est pour savoir dans combien de temps il recombat, dans combien de temps il s'entraîne. Mais je peux pas lui dire ça vu que je sais pas quel tissu précisément est touché. Donc à moins qu'il m'envoie une écho, il m'envoie une échographie, il m'envoie une IRM, mais là à la limite je peux, bah ok c'est ce tissu-là qui est touché, je peux aiguiller. Mais comme ça là, Hmm. Tu parlais de suivi. Tu utilises
utilises je sais pas, un logiciel ou quelque chose pour noter toutes les séances que tu fais avec tes combattants, pour vraiment avoir comment dire, un suivi, une trace écrite de tout ce que tu fais Bah, ou pas? déjà, par rapport à la sécurité sociale, on est obligé d'avoir une trace écrite de chaque bilan qu'on fait. Ça, c'est voilà, par rapport à la sécu, comme on est kiné, on est obligé d'avoir ça. Donc ouais, j'ai des traces écrites bien sûr, via mon PC. Euh, Ouais. et, Non, mais pour toi, je veux dire plus par rapport à toi, ton suivi, genre un truc où t'as pas de compte à rendre, tu vois, mais où c'est vraiment pour non, en ton. vrai, je suis assez proche de mes patients, ce qui fait qu'au final, je m'en rappelle quoi. Ouais. Je me rappelle d'eux, je sais ce qu'ils ont, je connais leur passif. Donc, et puis en plus, si je les suis sur les réseaux, ça va encore, enfin, ça me le rappelle à chaque fois. Enfin, non, j'ai pas trop besoin pour moi, D'accord, ok. d'avoir un truc. Je te posais la question parce que tu parlais de ChatGPT, de ChatGPT, pardon, donc je me disais si tu as toute une base de données avec toutes les infos que tu as sur tes patients, peut-être que parfois ça peut t'aider pour pousser la réflexion sur. Ouais, non, ChatGPT, c'est le nouvel outil pour ceux qui veulent avoir des réponses assez rapidement, quoi. Mais ouais, Hmm, j'utilise pas ChatGPT. Ou alors vraiment, quand il y a des pathologies que je connais pas ou des trucs un peu bizarres, je dis attends. Mais c'est ok. rare. Ok. Bon, si on parle de ta méthode du coup maintenant, parce que si j'ai bien compris de ce que tu me disais en préparation, as développé vraiment ta méthode au fil des années. Moi, je voulais qu'on parle déjà dans un premier temps de l'échauffement. Toi, c'est quoi ton rapport à l'échauffement? Comment est-ce que tu traites cette partie-là pour préparer un combattant à l'entraînement ou à la, je sais pas moi, à la pratique quand tu le reçois? Ouais, il y a l'échauffement. Alors, encore une fois, je répète, faut que tu dissocies le cabinet Mhm. du terrain, qui c'est pas la même. Ouais, La kiné n'a rien à voir. Et tous les kinés qui font de la kiné de terrain au cabinet, c'est éclaté. Ils sont mauvais, en règle générale. ok. Parce que la kiné du sport, sur le terrain, c'est une kiné qui est court terme. C'est-à-dire que la personne, elle doit se sentir bien direct. Il doit pas y avoir il y a pas d'histoire de délai avant que ça arrive. Voilà. Elle doit là sortir de ta table, elle doit se sentir bien, direct. Alors que en kiné de ville, là, on est sur une kiné qui est beaucoup plus pérenne dans le temps, qui va tenir, mais qui va mettre un peu plus de temps à arriver. Donc c'est pour ça c'est pas la même. Donc les kinés du sport qui font de la kiné du sport au cabinet, bah ça fait il y a beaucoup de kinés qui font ça, c'est ceux qui posent des tapes, ceux qui posent des ventouses, qui font des massages, qui soignent des patients sur la table pendant 4 heures. Bah ça forcément quand tu sors de là, bah c'est agréable. 2 jours après, tu peux revenir. Parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu es en compétition, bah, je suis en compétition avec les équipes et du coup, bah, je les vois tous les jours. Donc, je peux les traiter tous les jours. Ça me pose pas de souci. Au cabinet, c'est pas possible. Hmm. Financièrement, tu vas pas payer ton kiné tous les jours. Tu vas pas aller tous les jours voir ton kiné. Euh, donc, donc voilà, la kiné est pas la même. Et donc ça c'est une première chose. Après, en termes d'échauffement, Ouais. donc sur le terrain, l'échauffement va dépendre du sport. On n'échauffe pas un grappleur de la même manière qu'un kicker, de la même manière qu'un mec qui fait du MMA, forcément. Donc après, l'échauffement, lui, il doit être constitué ce qu'on appelle, tu dois travailler chaque euh, fonction de l'organisme, donc tout ce qui est cardio, muscu, articulaire et neuro. Ça, c'est les trois parties que tu dois intégrer dans ton échauffement. Donc tout ce qui est cardio, il faut un petit peu d'endurance fondamentale, donc ça se fait par un petit shadow. Voilà. En gros, pour un bon échauffement, faut compter 1 heure avant. Faut compter 1 heure. 1 heure d'échauffement? Ouais, faut compter 1 heure d'échauffement avant, qui va gentiment glisser vers le combat. On part sur un petit quart d'heure de cardio pour faire monter un peu le cœur doucement. Après, on peut partir sur tout ce qui va être montée de cœur. Donc ça, c'est quand on est proche du combat. Là, on va plutôt faire de la montée de cœur. Où là, on va accélérer fort, 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 fort le cœur, mais juste une fois, un peu pour casser la barrière, pour pas que l'organisme soit trop choqué de voir le cœur s'accélérer et qu'il prenne ça un peu en mode waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe?
Donc on fait au moins une montée de cœur, pas trop parce que sinon ça pompe l'énergie. Donc ça c'est pour toute la partie cardio. Après toute la partie articulaire, donc on va faire des petits, en fonction des sports, des petits stretching, mais très légers, de la mobilisation articulaire, euh, des ouais des petits exos articulaires. Après t'as tout le travail musculaire où là bon bah on va faire un travail musculaire mais un peu spécifique à chaque sport. Pareil, je sais pas si c'est pour le grappling, on va faire un travail de de grip, de tirer ici, de tirer, de pousser ici. C'est une espèce de pompe à deux où on tire, on pousse, on tire, on pousse par exemple. Un échauffement vraiment spécifique au sport. Et après il y a le travail, tout ce qui est travail neurologique. Et travail neurologique, ça va être, par exemple en boxe, ça va être tout le travail des réflexes. Le travail des réflexes, par exemple, j'ai un gant là et un gant là, et je le lâche. Et enfin, je lâche un des deux, et dès que tu vois, hop, t'essaies de le rattraper pour entraîner la coordination œil-main. Et ça, la coordination œil-main, il y en a, c'est vital dans les sports de combat, de percussion. Donc ça permet d'entraîner ça. Pareil, c'est des trucs qui durent, je sais pas, 2-3 minutes. C'est très rapide. Il n'y a pas besoin de faire un truc de 4 heures. Le truc le plus long, c'est le cardio qui prend un petit, faut que le temps, que le cœur monte et que les muscles s'échauffent. Faut compter 25 minutes, en gros, pour bien faire. Mais voilà, après, il y a l'échauffement, tout ce qui est prévention de blessures. Et là, on va échauffer les cervicales. Ça, voilà, c'est important. On va échauffer vraiment en fonction des pathologies de chacun. Si par exemple, lui, je sais qu'en rééducation, je l'ai eu pour son genou. Ok, il a eu les ligaments croisés, il a un genou un peu raide. Bon, je vais aller mobiliser son genou spécifiquement. Voilà, par exemple. Et après, il y a tout ce qui est échauffement cutané. Et ça, c'est effectivement poser de la vaseline sur le visage pour éviter que la peau soit un petit peu plus souple. Ça, on peut le faire même dès le départ. C'est intéressant le temps que la vaseline pénètre un peu dans la peau, que la peau soit un petit peu plus souple. Ça, voilà. Puis on peut le mettre sur des zones un petit peu, voilà, je sais pas, des zones de cheville, etc. Des zones où tu sais qu'il va y avoir des impacts. En mouet spécifiquement en mouet, t'as le Namamouet, qui est Ouais. l'huile de massage chauffante qui est en train d'être interdit même dans les compétitions internationales de mouet, qui consiste à faire un espèce de massage un peu agressif et en mode de friction sur l'ensemble du corps avec une huile chauffante à base d'huiles essentielles très fortement dosées et un produit étrange que personne ne sait ce que c'est. Et en gros voilà. Et bon, ça c'est il y a des idées là-dessus. Voilà, l'échauffement en gros c'est ça. Toi, tu fais pas de massage du coup, parce que tu accompagnes les équipes, enfin l'équipe de Muay Thai. Tu fais pas de massage comme, Si, comme tu es en train de décrire. si, Ok. si, je Et le pas fais. avec. Je le fais, c'est juste que si, je le fais. Faut bien le faire dans le sens, ça doit pas être un massage où la personne elle ressort, elle est bien, elle est détendue. Non, elle va combattre. Donc là, faut que le système sympathique soit activé. Faut un truc qui booste. Donc c'est beaucoup de friction. C'est voilà, c'est des trucs qui tapent, c'est des trucs qui bouffent, tu vois, qui réveillent. Hmm. On n'est pas sur un massage relaxant en mode ok. Ou là, non. Ça c'est peut-être si la personne me dit voilà, je suis bloqué dans le dos, tu peux me libérer, je me sens bloqué là, je dis ok. Mais voilà. Ok. Et tu le fais sans le produit dont tu me parlais. Ouais, ça dépend. Si je suis dans la MMA, par exemple, je vais le faire sans le produit. Parce que voilà, dans la plupart des sports de combat, ils aiment pas trop les crèmes, les huiles, les machins comme ça, hein. Et en mouet, maintenant ils commencent à l'interdire. Donc je le fais de moins en moins, ou alors je le fais avec une crème qui est un petit peu plus, qui est pareille, mais qui est moins dosée en huile essentielle, donc ça sent un petit peu moins. Mais bon, après, le problème de ça, c'est que c'est un truc qui est traditionnel. Et il y a un truc psychologique, voilà, les combattants ils sont comme ça, ils se mettent dedans, euh, ils sentent le truc, ils puent, ils sentent que ça brûle sur la peau, voilà, il y a un effet psy qui est là aussi, mais bon, ça va, c'est
là, je te dis, dans les compétitions, ils commencent à interdire. Donc, en fait, dès que tu arrives, l'arbitre ou le cutman de coin, et il arrive et puis il te passe la serviette pour te l'enlever. Donc, c'est rien que je me fatigue à faire un truc qui va être enlevé 2 secondes après. Ça, c'est interdit, enfin, ça commence à devenir interdit à cause des produits qu'il y a dedans? Bah, ouais, c'est-à-dire que là, le Muay est en phase de devenir une discipline olympique, Ok. comme le C'est vrai MMA. qu'ils étaient pris. Et du coup, ils essayent de se séparer de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est un peu voilà, qui est pas trop prouvé, qu'on comprend pas trop l'intérêt réel du truc, qui est pas un truc indispensable. Donc pourquoi? Parce que ça voudrait dire que si c'est indispensable, va falloir fournir les équipes en produits contrôlés pour le faire. Parce que sinon, ça peut être associé à du dopage. C'est-à-dire que dans cette bouteille-là jaune-orange, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que comment dire, il n'y a pas d'études vraiment faites dessus pour analyser le produit qu'il y avait dedans. Du coup, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Bon, concrètement, à mon avis, c'est des huiles essentielles, mais super dosées, quoi. Normalement, les huiles essentielles, c'est quelques gouttes, hein. Et dans tous ceux qui utilisent les huiles essentielles en massage ou autre, la première recommandation, c'est de jamais mettre des huiles essentielles sur l'ensemble du corps. Parce que si tu fais une réaction allergique, là, c'est hôpital direct, hein. Donc, puis même, c'est super, super toxique de faire ça. Ok. Tout à l'heure, tu disais que tu étais aussi podologue de formation. Mm. Les pieds, c'est une des zones du corps, je crois, où il y a le plus de terminaisons nerveuses. Est-ce que justement, dans les échauffements, ou même pas que, tu travailles là-dessus pour, je sais pas moi, pour préparer le corps? Ouais, ouais, bien sûr. De plus en plus, ça se démocratise. On voit beaucoup de Teddy Riner qui faire ça. C'est Ok. tout un où tu vas venir effectivement stimuler un petit peu avec une petite balle à picot. Tu fais rouler un petit peu voilà le sous le pied la balle à picot et donc du coup ça va stimuler les récepteurs nerveux et donc tu auras des appuis un peu plus là quoi, un peu plus sensibles. On sait que voilà le corps humain s'équilibre entre les pieds et les yeux. C'est les deux éléments qui donnent des notions de position dans le corps, dans l'espace, du corps dans l'espace. Après, il y a l'oreille interne, etc. Mais les gros capteurs, c'est pieds qui donnent la notion d'horizontalité et les yeux qui donnent des notions de verticalité, profondeur. Donc c'est sûr que développer ces deux facultés-là, c'est vraiment un petit plus. C'est pas un indispensable, mais c'est un petit plus. Quand on fait les pattes d'ours ou les pattes en boxe, c'est pour entraîner la coordination œil-main, c'est pour entraîner l'œil, c'est pour échauffer l'œil. Quand on fait un travail de foot corps, c'est-à-dire de saut, voilà, de déplacement de boxe et tout, bah, c'est pour entraîner le pied. Donc après, oui, je fais des trucs un peu plus spécifiques pour vraiment sensibiliser au niveau des appuis, que ça soit encore plus sensible. Mais voilà, ça prend 1 minute, quoi. Ok. Tu, alors c'est sur Moberland, ton compte Insta. Ouais. D'ailleurs, explique-moi ce que c'est que Moberland, parce que je comprenne bien. En gros, Mauperlin, ça vient d'un patient à moi qui m'a mis un peu au défi, m'a dit ouais ok, c'est fou, chaque séance tu me fais donc ça c'était au cabinet, hein. Chaque séance tu me fais un exo différent. Je sais pas comment tu arrives à faire ça. Et du coup bah je vais venir pendant 1 an là et je veux qu'à chaque séance que je vienne tu me fasses un exo différent. Je dis ok. Et du coup, à chaque fois, il venait et puis il me disait alors, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'attraction à Moberland aujourd'hui? Parce que forcément, mes exercices, c'est des exercices qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on apprend à l'école, dans le sens où à l'école, on charge doucement. Ah, tu peux faire 1 kilo, ok, tu fais 2. Tu peux faire 2, ok, tu fais 3. Et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est super long. Moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je vais d'abord au maximum de ce que la personne peut faire. Et après, en fonction de ce qu'elle arrive à faire, de comment elle compense, etc., bah, je descends d'un étage, d'un étage. Ce qui fait que je suis sur sa limite haute, pas sur la limite basse. Donc, du coup, Tu parles de ça par rapport au poids, par ouais, exemple? par rapport au poids. C'est-à-dire que, Il n'y a pas de risque de blessure bah, à après, commencer directement? je choisis mes exercices, mes bras de levier, mes angles,
pour que justement ça soit safe. C'est sûr que je vais pas commencer par un maximum au squat. Et après, avec l'expérience, bah, je me doute bien que Francis Ngannou, je vais pas le faire commencer barre à vide. Par contre, Ginette, qui vient de se faire une entorse de cheville, bah elle, je vais commencer peut-être barre à vide. Dans un premier temps, ça devrait le faire. Donc, du coup, j'ai un dosage, j'ai une expérience qui me permet de doser plutôt haut que bas. Mais si voilà, donc forcément mes exercices sont durs. Ils sont vécus comme durs et c'est des exercices que moi j'adore inventer des exos, réfléchir à des exos, mais des trucs pas trop farfelus non plus, pas des trucs, faut pas que ça devienne le cirque, mais c'est des exos qui sont originaux. Et du coup, bah, les patients voient ça un peu comme des attractions, quoi. Des attractions physiques. Et on peut, puis j'aurais donné des noms. Voilà, il y a le, je sais pas, le rameur de l'Olympe, où on prend une Hmm. barre on prend une barre olympique, on met un disque de 10 kilos que d'un côté, et on va commencer à faire des mouvements ici. Bon, bah voilà, en position de fente. Donc ça, c'est des exercices de ce type-là qui, quand on n'est pas habitué ou quand on est habitué, quand on est sportif, comme j'ai beaucoup de sportifs qui sont habitués à faire bah, des squats avec des barres, voilà, hop, deadlift et tout, bah, ils arrivent chez le kiné, un kiné qui leur fait faire le rameur de l'Olympe, ils font c'est quoi ce bordel attends, qu'est-ce que tu m'as inventé, c'est quoi ce truc? Et c'est pour ça qu'ils sont en mode waouh, mais c'est un parc d'attraction en fait. C'est donc Moberland, ça vient de là, en gros. Ok. Ok, bah alors du coup, tu as créé un compte Insta qui est différent de ton compte perso qui s'appelle Moberland. Ouais, je l'ai créé. Bon, en vrai, je l'ai créé pour les gens. Moi, Ouais. je m'en fous. C'est pas, Insta, d'une manière générale, c'est pas un truc où je suis, voilà, je peux pas dire que je suis Instagrammeur. Je pourrais plus publier. Mais moi, moi, ce qui est mon kiff, c'est d'être sur le terrain, c'est d'être au cabinet, d'être avec les gens, taffer. Moi, c'est ça que je kiffe. Moi, passer 4 heures parce que monter des vidéos, tu sais très bien comment ça se passe. C'est 4 heures, c'est long. Faut faire des Hmm. montages. Faut que ça recoupe. Faut que la transition d'une image à l'autre elle se fasse. C'est super long. Et en fait, tous les kinés, Instagrammeurs là qu'on voit, ces gars-là, faut savoir qu'ils passent 50% de leur temps, c'est-à-dire ils font kiné le matin en général, et l'après-midi ils font des montages. Enfin, ils cherchent, ils relisent des études, etc. Et le soir ils font des montages. Et alors oui, s'ils ont de la thune, ils payent des monteurs. Mais en tout cas, tout l'après-midi, ils doivent bah, se renseigner, aller sur les réseaux, lire des études pour pouvoir pondre la prochaine vidéo. Et ça voilà, je le fais un petit peu parce qu'on me l'a demandé. On m'a dit, vas-y, fais un truc et tout, avec des exos et tout. Comme les exos ils sont originaux. Je dis, ok, ben, je vais faire mon Berland. Voilà, c'est un petit truc quand un petit truc qui me fait un petit peu un petit contenu où en vrai je fais ce que je veux dedans, il y a pas de logique, c'est juste Non, mais pour c'est très cool, hein. ouais, c'est voilà, c'est varié. Voilà, je vais voir, je vais peut-être plus le développer un jour, mais donc j'ai un Insta François Maubert qui est plus une carte de visite de ce que je fais, où là je poste beaucoup de stories, voilà, qui est le gros on va dire de ma communauté, si on peut appeler ça une communauté où là je pose beaucoup de stories et j'ai le Moberland où là je pose vraiment du contenu sous forme de reel un peu j'essaie d'être original tu vois parce que bon après l'originalité sur Insta ça marche pas de fou dès que tu commences à être un peu intellectuel dès que tu commences à faire des trucs un peu qui demandent un peu de réflexion ou très très spécifique à quelque chose parce que moi au final je touche à une niche qui est les sports de combat bah forcément ça fait pas beaucoup de vues voilà je pense que si j'ai un chat je pense que si je prends mon chat et que je le fais parler comme ça, je pense que j'aurai plus de vues que si je parle de l'entraînement de Max Holloway, quoi. Hmm. Bah moi justement, c'est ce concept-là que je trouvais vraiment cool. Quand tu analyses les entraînements de certains combattants, Ouais. notamment en prépa physique. Alors après, attention, voilà, faut faire gaffe aussi de pas être dans la critique pour la critique. C'est-à-dire que moi, il y a certains trucs, si tu le sors du contexte de la séance, tu dis c'est n'importe quoi en fait. Voilà. Mais donc, faut pas non plus être trop critique, mais tu, si tu prends un instant T, voilà, ce que la personne fait actuellement, et tu réfléchis, est-ce que c'est cohérent avec une préparation en combat ou autre? Bon, il y en a oui,
il y en a non, et puis il y a des fois, il y a des exercices que je connais, mais qui sont mal faits, ou qui sont pas faits de manière optimale. Donc, par exemple, pour Max Holloway, les exercices que la personne, que Max fait sont top, ils sont tous top. Mais l'amplitude, elle est ridicule, ce qui fait qu'il perd vraiment 50% du bénéfice qu'il pourrait avoir sur une amplitude complète. Donc voilà, bah après c'est de l'Instagram quoi. C'est quoi pour toi les plus grosses erreurs que font les combattants justement dans leur prépa physique, dans ce que tu vois en tout cas, dans ce qu'ils partagent? Parce que tu as fait quand même plusieurs posts d'analyse. Le truc c'est que on va dire euh, des fois en fait c'est bizarre, c'est soit il y en a ils font des trucs trop compliqués, ils vont dans des trucs de réflexes archaïques, ils vont dans des trucs de suivre de préparer le système limbique, tu vois, ils vont dans des trucs trop loin, trop loin. Et puis il y en a d'autres, ils sont trop basiques, ils font voilà, deadlift, toujours pareil. Je vais pas citer de nom, mais t'as vraiment Non. des combattants, leur prépa physique n'a pas évolué depuis qu'ils ont commencé, ça n'a pas évolué. C'est-à-dire qu'ils y rajoutent juste des charges, mais et je comprends même pas qu'ils puissent pas non plus augmenter plus les charges que ça, parce enfin il reste dans quelque chose qui n'évolue pas. Et ça, bah c'est pas ouf non plus. Le corps humain il s'adapte super vite. Hein. En 2-3 mois, ta préparation physique, faut que tu la changes. Hein. Donc après, il y a des prépas. Là, l'avantage, c'est que la préparation physique dans les sports de combat arrive, parce qu'on voit des trucs, mais en vrai, c'est jeune de fou dans les sports de combat. Euh, donc, il y a de plus en plus de préparateurs physiques orientés sport de combat qui arrivent. Euh, et donc, ça donne un panel de choix pour le combattant qui est intéressant. Donc, il peut faire une prépa avec lui. Tiens, je vais préparer mon combat avec lui. Ah bah tiens, je vais préparer mon combat avec lui. Et puis avec lui. Et comme ça fait un truc un peu varié. Donc ça, c'est pas mal. Mais Pour un amateur, tu recommandes combien de séances de prépa physique toi par semaine? deux, c'est bien. Deux. Deux. Et Ouais. ce serait quoi le type de travail sur ces deux séances? Le mieux pour les sports de combat, surtout si c'est un amateur, donc qui peut combattre finalement assez souvent. S'il y a, je parle en MMA, si en MMA il y a du MMA League tous les mois, c'est une compétition de MMA. En grappling, il peut y avoir une compétition tous les week-ends. Hein. Ouais. Donc le mieux en préparation physique, pour les amateurs, moi, même pour les pros, c'est de faire de l'ondulatoire, ça s'appelle. Ça veut dire faut pas travailler en bloc, faut travailler toutes les qualités physiques à chaque entraînement. Ok. Donc si on en travaille, on va dire on en travaille deux le mardi et deux autres le jeudi par exemple. Je sais pas, endurance de force, endurance de force, et puis l'autre on va plus travailler puissance, explosivité, voilà par exemple. Et le tout avec une séance de cardio, par exemple, étalée dans la semaine. Un bon ratio, je pense, pour un combattant, quelqu'un qui veut vraiment se mettre propre physiquement, c'est en gros faire 2 séances de renforcement musculaire vraiment voilà spécifiques, etc. Et 3 séances de cardio, 2 séances de cardio, endurance fondamentale, petit footing de 10 km, voilà, et une séance cardio type circuit training, intervalle, voilà, avec le samedi dimanche récup total, de rien faire. Ça, c'est un bon ratio, ça permet vraiment de développer toutes les qualités physiques. Et voilà. Après, si on est des débutants, que la personne a pas un physique de fou, bah là, on est obligé de commencer par des blocs. C'est-à-dire, on est obligé de développer sa force, après son cardio, après ça. Voilà, on est obligé de faire ça comme ça. Donc, on est obligé de le mettre à niveau, parce que sinon, en fait, si on fait de l'ondulatoire avec un débutant, qui a jamais fait de sport, le développement des qualités physiques va être super long. Enfin, va lui falloir, je sais pas, peut-être 2, 3 ans avant de commencer à avoir un physique là, quoi. Hmm. Donc ça dépend. Ouais. Et il y a une des règles par contre que tu dis, c'est de pas rechercher la courbature, c'est ça? Mm. Ouais, de manière générale, en préparation physique, la préparation physique doit être un plus
à l'entraînement. Le plus important de tout, c'est de s'entraîner. C'est de s'entraîner au sport en question. Donc le meilleur cardio, on me dit souvent quel exercice le cardio c'est le mieux pour le MMA. Bah, c'est faire du MMA, gars. C'est faire du MMA, faire de la lutte. Tu sais que si tu vas sur de la lutte, tu vas plus être sur de l'endurance de force. Tu sais que si tu vas sur plus de l'anglaise, la version anglaise du MMA, bah là tu vas plus être sur du cardio endurance fondamentale. Donc tu te fais un peu d'anglaise et un peu de drill type grappling sans opposition, vraiment très très léger. Bah ça, ton cœur il va monter et c'est équivalent à 10 km de footing, tu vois. Donc voilà, faut pas oublier que la préparation physique elle est faite pour accompagner et valoriser les entraînements et ça ne doit pas être un truc à part entière qui ruine. Donc moi quand je suis faut vraiment faire un distinguo entre préparation physique et coaching. Un coaching, il n'y a pas forcément de notion de compétition. La personne elle veut des courbatures. Elle veut que quand elle rentre chez elle, waouh c'est super, merci, je marche plus, c'est super. Ok. Un combattant, si tu lui fais ça, si tu lui mets des courbatures de l'espace, bah ça veut dire que demain son entraînement ça va être pas ouf. Ça veut dire que bah s'il a un sparring dur après toi, bah il va être rincé, donc du coup il risque de blessure parce que du coup son système nerveux il sera fatigué. Donc voilà, c'est un dosage. C'est le préparateur physique, il doit matcher, il doit s'imbriquer avec le sport. Et c'est pas un truc prépa et sport. Donc, Et alors, comment est-ce qu'on sait quand la préparation physique elle a été bonne? Parce que le but, du coup, c'est pas de se pousser, de pas se cramer, de pas chercher la courbature. Comment est-ce que tu sais que ça a été efficace? Si tu ressens pas forcément de c'est très simple. fatigue. C'est très Hmm. simple. Le jour du combat, ton physique ne doit pas être un frein à ta technique. Donc si, et à l'entraînement pareil, ça veut dire que si, putain, je me suis donné à fond, je suis rincé, j'ai plus de bras, j'arrive plus à tenir ma garde et tout, ok, ben ça veut dire qu'il te manque l'endurance de force, il te manque des choses. Après, l'être humain a ses limites, c'est-à-dire que c'est sûr que si tu commences un combat pleine balle en t'arrachant, ok, tu peux, mais sache que ta jauge énergétique, elle va faire ça. Donc attention à tes techniques, au choix de tes techniques et à ton game plan. C'est-à-dire que si la personne en face de toi, voilà, c'est quelqu'un qui tient pas dans le temps, bah, vaut mieux que tu sois calme au début, que tu le laisses se fatiguer. Par contre, à la fin, tu bombardes parce que lui, à la fin, il sera mort et toi, tu seras au top. Donc voilà, bon, ça, c'est des choix, mais c'est pendant le combat en fait. Pendant tes sparring, pendant le combat, bah, tu vas me dire, ouais, je j'ai pas de patate. Quand je frappe, je sens que mes coups ils sont mous. Ok, bah tu manques de force. Je sens que ouais mes bras sont lourds au bout de 2 rounds. Ah bah tu manques d'endurance de force. Et voilà. Donc c'est le ressenti au combat. Pendant le combat, tu dois pas être limité par ton physique. Si c'est ça, c'est que t'as pas de prépa. C'est ça, je le vois dans beaucoup de compétitions amateurs quand j'accompagne les équipes de France, des petits jeunes surtout, ils font pas de prépa. On va dire premier combat ça se passe, deuxième combat, milieu du deuxième round, en général, là ça physiquement il commence à être rincé. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est plus par rapport à l'entraînement de la prépa physique en tant que tel. Quand est-ce que tu sais que tu le travailles bien? Si le but c'est de pas se cramer pour les entraînements qui suivent. Ah bah ça c'est, on sait que tout ce qui va être contraction excentrique euh, lente, chargée, etc. On sait que c'est pourvoyeur de courbatures et de fatigue musculaire. Ça, c'est une première chose. Ok. Donc, il faut bien faire attention à tout ce qui va, à bien doser ce genre d'effort. Et après, le deuxième élément, c'est tout ce qui va être le facteur nerveux. Donc, c'est sûr que si tu fais un travail de force le matin, bah, il va pas y avoir de sparring dur après. Parce qu'un travail de force, ça implique un système nerveux fatigué, surtout des forces max. Système nerveux fatigué, donc ça veut dire qu'il va falloir intercaler une nuit de sommeil pour que le système nerveux récupère avant d'enchaîner un sparring un peu appuyé où là faut être réveillé quoi. Ouais. Voilà, donc c'est la science de la préparation physique, hein. C'est tout ça. C'est pour ça qu'il faut s'entourer de préparateurs physiques et que un coach, forcément, encore une fois, un coach c'est pas un préparateur physique. C'est pas parce que il a eu des préparations physiques dans sa vie et qu'il a été champion de je sais pas quoi dans les années 70
que sa préparation physique qui va te faire, eh ben ça va t'aider. Tu vois, quand je vois dans des clubs où tu fais, je sais pas, une demi-heure de corde à sauter, 300 burpees, 200 jumping jack, enfin des trucs de conditioning éclatés qui juste te grillent ton cours, te grillent énergétiquement ton cours, qui a très peu d'effets, très peu d'intérêt en termes de physique. Par contre, bah ça va impacter l'énergie pour les préparations physiques un peu plus poussées. Mm. Bah ça c'est nul quoi. Ouais, c'est inutile. Ça sert à rien. Moi quand je vais dans certains cours, moi je skip l'échauffement ou je m'échauffe tranquille dans le vestiaire. Je dis attends, j'arrive un peu en retard. Je m'échauffe dans mon coin et puis après je débarque. Moi faire une demi-heure de corde à sauter, tu me fais ça, je rentre chez moi. Hein. C'est terminé. Hein. J'ai Oui, plus de mais mollet. parce que tu fais de l'entraînement à côté de préparation physique. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, en faisant ça, tu surcharges, tu mets de la charge en plus à ma charge d'entraînement. Ouais. Donc ça, il y a certains coachs qui veulent pas, genre même si ils sont demandeurs que leur athlète fasse de la préparation physique, ils rajoutent quand même leur truc des années 70 de burpees, de jumping jack. Je dis mais attends, mais le gars là, je viens de l'avoir ce matin. Pourquoi tu rajoutes un Ouais. truc comme ça qui va le cramer? Donc ça, bon, c'est compliqué après, on se frotte aux anciens, quoi. Oui, oui, ok, je vois. Et toi, en tant que préparateur physique, tu as des indicateurs que tu surveilles pour justement trouver cet équilibre pour pas que le combattant soit en surentraînement? Je te parlais par exemple de la VFC en préparation Ouais. d'épisode. Tu regardes ça? Il y a d'autres trucs, je sais pas. Bah oui, la HRV, je le dis plus en anglais. Ouais. Donc c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Bon, je décris un petit peu où les gens savent, c'est bon. Faut que je Non, non, décris. vas-y, décris, je t'en prie, c'est avec Ok. plaisir. Même moi, Ben, ça va me faire en des... gros, il y a une fréquence cardiaque, comme on voit sur les électrocardiogrammes, le cœur fait boum, Mm. boum, boum. Et il se trouve que il y a le distance entre deux pics, il y a un temps. Et en fait, la variabilité, c'est la différence en fait entre la distance, le temps entre les différents pics. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on a une variabilité haute, plus ça veut dire que le cœur, il a une capacité d'adaptation qui est forte. Plus on a une variabilité basse, plus ça veut dire qu'il n'est pas, voilà, il n'est pas prêt à s'adapter aux variations de la vie qui peuvent se passer. Ou alors, il va mettre beaucoup plus de temps à se mettre dedans. Donc effectivement, on s'est aperçu, il y a quelques études qui ont montré que la HRV, ça permettait d'avoir une notion de comment va l'athlète, comment va son système nerveux autonome, parce que ce qui gère la distance entre ces deux pics-là de boum boum, c'est le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux sympathique et parasympathique, c'est le système nerveux qu'on contrôle pas, mais qui nous contrôle. Donc voilà, le système nerveux sympathique, c'est si en face de moi j'ai un lion, je vais courir, mon cœur va s'accélérer. Là, la HRV elle va s'adapter, boum, d'un coup, direct. Par contre, si je suis dans mon lit en train de m'endormir, là, c'est le système nerveux parasympathique, c'est plus de la récup. Et là, à ce moment-là, la HRV elle va être adaptée à ça aussi. Donc, en fonction de la HRV, notamment du matin, on peut savoir si on est plus, entre guillemets, système sympathique ou système parasympathique. Si le matin, on est dans le système sympathique, c'est pas fou. Ça veut dire que le système il est fatigué parce il y a une incohérence en fait, il y a une incohérence cardiaque entre le moment où en fait je suis dans mon lit et je devrais être en mode parasympathique et le fait que je suis en mode sympathique. Donc être en mode sympathique le matin au réveil, ça signe un état de qu'on n'a pas récupéré ou qu'on va tomber malade aussi. Donc voilà, et puis même ça va plus loin que ça sur la santé cardiovasculaire, etc. Donc c'est intéressant la HRV. Maintenant, tous ces trucs-là, c'est quand même un gros business. Ouais. Voilà, parce ils vendent les montres Garmin, et ils vendent les montres Polar qui te donnent ça, avec les applis qui vont bien avec, tout ça, les abonnements, bah. Moi, vraiment au quotidien, ce que j'utilise, c'est en fait très simple.
C'est un outil que tout le monde a, qui est gratuit et que normalement tout être humain a, sauf les psychopathes. Ça s'appelle l'empathie, en fait. T'as la sympathie et t'as l'empathie. La sympathie, c'est tu ressens ce que la personne ressent avec la charge émotionnelle qui va avec. Et t'as l'empathie, c'est sans charge émotionnelle. Donc nous, professionnels de santé, on est plus dans l'empathie parce que si on se commence à être dans l'émotionnel, on va péter un câble vu qu'on voit plein de monde. Mm. Mais moi, tu vois, par exemple, toi, comment ça va là? Ça va très bien. Je passe un Voilà, bon moment. voilà. Ma question est nulle et ta réponse est nulle. Maintenant, si je te dis, comment tu te sens? Tu vois? Et là, t'as vu, qu'est-ce que t'as fait? T'as levé les yeux. J'ai réfléchi, ouais. T'as réfléchi. Et en fait, en levant les yeux, tu fais quoi? Tu te mets en introspection. Tu fais, attends, comment je me sens émotionnellement? Je me sens comme si, j'ai mal au dos, j'ai ci, j'ai ça. Là, je te fais une HRV instantanée. Donc moi, la première question, quand le mec vient me voir, Mm. c'est déjà, entre guillemets, hein, on n'est pas dans les bisounours, mais j'ouvre mon cœur, entre guillemets. C'est-à-dire que la personne vient me voir, je sens énergétiquement comment elle est. Si la personne elle vient me voir en mode comme ça, ou si elle est comme ça, on commence quand? C'est pas pareil. Donc moi déjà, je ressens ça. Après, je lui demande comment tu te sens. Et là, elle me dit, ça va, ok. Le ça va, il est pas ouf. Ça va, ça va. Grosse pêche. Là, j'ai de trop bonnes nouvelles. Ça part. Ok. Boum. Donc ça, c'est le premier truc. Mm. Donc ça, moi, j'ai pas besoin. C'est d'humain à humain. Le problème de tous ces trucs-là, tous ces trucs connectés, pour moi, c'est des kinés. Il y a beaucoup de kinés qui utilisent des trucs comme ça. C'est des gars qui sont déconnectés de l'humain en fait. C'est bon après tout ça, ça vient du mode de sélection. Hein. Les sélections des études de kiné, on sélectionne des machines, on sélectionne des personnes à apprendre, des personnes qui savent. Euh, on sélectionne des disques durs, on sélectionne des personnes qui prennent l'info et la recrachent. On sélectionne pas des personnes humaines. Et donc du Mm. coup, sur le terrain, bah c'est ça, c'est des personnes avec des iPads, avec leur portable, leur application. Ils regardent même pas le mec, ils voient juste son nom. Il dit ok, tiens, tu me remplis le formulaire ou tiens, mets ta montre connectée. T'es à 180 BPM. Ok, voilà, ils sont complètement déconnectés. Donc moi déjà, connexion humain à humain, comment ça se passe, tu vois? Comment ça va? Voilà, alors, pas 4 heures, hein. Oui. Il y a l'inverse, il y a des kinés qui passent racontent sa vie avec le gars, ce qu'il a mangé à midi, tu vois. Bon, ok, tranquille, tu vois. Faut aussi trier. Donc ça, c'est le premier indicateur. Moi, c'est comment tu te sens. Comment tu te sens, premier indicateur, qui va après orienter ma séance. Deuxième indicateur, c'est la force de grippe. On s'est aperçu que le grippe est directement relié au système nerveux, voire au système cardiovasculaire. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de me faire une force de grippe de, je sais pas, une pression de 80 kilos, et que là aujourd'hui tu me fais un 60 kilos, ok, c'est que là il y a un truc qui va pas. C'est que au niveau du système nerveux, t'es fatigué, t'es pas prêt à me fournir un effort maximal. Donc, si j'avais l'intention de te faire un travail de force max, c'est mort. Parce qu'aujourd'hui c'est mort. Tes perfs vont être nuls en fait. Ok. Donc on va plus partir sur un cardio ou un truc de mobilité, un truc qui ne demande pas une cognition trop puissante, un truc qui va te demander trop de réflexion, un truc basique. Donc si je Tu utilises cumule, quoi comme outil pour ça? oh bah t'as des pinces, t'as des pinces que tu utilises pour, ouais, qui mesurent la force en kilos ou en newton, hein, ça se vend. Ça coûte une blinde, hein, t'en as pour 100, 200 balles, mais c'est pratique de fou, hein. Et là, toutes les études sont fortes pour dire que vraiment ça marche de fou. Ok. Pour la petite anecdote, on l'avait fait à Francis Ngannou et il y avait marqué error dessus. Y a rien, c'est le truc error. Ok. La plus grosse poigne que j'ai vue, c'était un Strongerman, il avait 120 kilos de pression. Ouais, il y avait pas... À 120 kilos de pression, il prend ton bras, il fait ça, il te le casse, hein. Hmm. C'est comme si tu avais 120 kilos qui te... Il y avait pas Donc, marqué erreur dessus. non, il n'y avait pas marqué erreur, donc imagine ce qui se passe avec Francis après. Mais et puis en plus erreur sur plusieurs fois. C'est pas erreur une fois, le truc a bugué. L'appli fait erreur. Toi, Erreur. t'as vraiment ressenti quand tu l'as, quand t'as pratiqué avec lui, que c'était, Ouais, bah oui, tu sens qu'il y a un truc au niveau nerveux qui est pas humain, quoi. Après, il y a pas, voilà, on va pas partir.
Hmm. On sait que c'est une force de la nature. Mais Ouais. du coup, voilà, pour évaluer les personnes, moi j'utilise ça, le comment tu te sens, la force du grip. Et ça, moi déjà, j'ai mon HRV, elle est là, elle est dans le comment tu te sens. Hmm. Parce qu'en vrai, tu sais toi, tu sais comment tu te sens. Moi, des fois le matin, t'as la tête dans le cul, mais tu sens que t'es réveillé quand même. Tu sens que t'es prêt. Et puis des fois, voilà, tu te lèves, mais t'as pas envie. T'as pas envie d'aller taffer, tu serais bien resté au calme chez toi, tu vois. Ouais. Bah ça, voilà, t'as pas besoin du monde connecté pour savoir ça, quoi. C'est le système nerveux, il est tellement plus puissant que ça, et que tous ceux qui utilisent ces produits-là, c'est des gens, qui, comme je te dis, qui n'ont pas d'empathie, voilà. Alors après, il y a une catégorie de population où tu peux pas faire ça, c'est les psychopathes. Les psychopathes, par définition, ils ont pas d'émotionnel. Donc, si tu leur demandes comment tu te sens, ils vont pas avoir les mots pour dire ah, je me sens triste, je me sens en colère, voilà. Donc bon, après, voilà, faut y avoir des patients Ouais. psychopathes. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas pathologique, quoi. Hmm. Ok. Non, bah super, c'est très cool. Je savais pas pour la poigne, mais c'est hyper intéressant, hein. Ah si, ouais, la poigne, il y a des études qui ont montré que vraiment, c'est un état de santé, surtout les personnes âgées. Tu peux prédire la mort de la personne âgée en fonction de sa poigne. C'est-à-dire qu'elle serre, ah bah madame, vous avez que 5 kilos de pression, va falloir voilà, vous renforcer musculairement parlant, parce que sinon là, vous allez mourir dans pas longtemps. Pourquoi? Qui dit pas de poigne, ça veut dire que tu peux pas en fait prendre des charges. Donc tu peux pas transporter tes courses. Tu peux pas ouvrir ton bocal en fait. Donc tu peux pas te Hmm. nourrir. Donc tu meurs. C'est aussi simple que ça. Après, ils ont été encore plus loin en montrant des corrélations entre la poigne et le système cardiovasculaire. Parce qu'en fait, la poigne, c'est quoi? C'est un message que tu envoies de ton cerveau au muscle. C'est un message qui passe par le système nerveux, qui est de serre fort. Tu vois. Mais ça, ce message-là, il est aussi valable pour le cœur, il est aussi valable pour les jambes, il est aussi valable pour tout le corps, en fait. En fait, t'évalues vraiment le système nerveux, en fait. Donc, c'est super important. Toi, à titre perso, des fois, tu l'utilises pour, bah, je sais pas, pour évaluer ta forme physique avant un entraînement ou autre? Ouais, bah, moi, du coup, alors, je sais pas si c'est lié à Shaolin ou autre, je pratique beaucoup la méditation. Ok. Je pratique beaucoup de tout ce qui est développement personnel, etc. Donc j'essaie vraiment de développer au maximum mon ordinateur interne. Hmm. Donc j'ai pas besoin de trucs pour savoir comment je vais. Tu vois, c'est mon ordinateur interne. Donc là je sais que voilà aujourd'hui j'ai pas une patate de fou. Je sens que je vais pas pouvoir pousser à la salle. Je vais pouvoir faire un peu d'endurance de force, mais il va pas falloir trop me pousser parce que je me suis couché tard hier. Donc voilà. Se coucher tard, ça implique quoi? Se coucher tard, ça veut dire que ton système nerveux n'a pas récupéré. Donc ton système nerveux n'a pas récupéré, donc automatiquement, voilà, ça Mais va ça, c'est impacter. vrai ou pas? Parce que moi, j'avais vu que ce qui comptait, c'était la constance, en gros, dans tes heures de coucher et de Ouais, réveil. ouais, c'est Mais, ça. Mais mais là, c'est se parce que je me coucher. suis couché à 3 heures hier et que je me couche d'habitude vers 1 heure. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Mais après, oui, ça fait aussi partie des questions que je pose. Comment t'as dormi? Comment t'as mangé? Comment t'as digéré ce que t'as mangé? Hmm. Voilà, ça c'est les piliers de la récupération, hein. C'est sommeil, nutrition et charge d'entraînement. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as fait la veille? Ah, hier j'ai fait travail de force. Et après la nuit j'ai mangé un burger et du coup j'ai pas super bien digéré, donc je suis pas super bien dormi. Ok. Donc du coup bah ce matin voilà, je suis un peu lourd, je suis pas fou. Ok. Donc travail de force, tu vois dans mon cerveau papa, je recueille les données, tac et donc ça pond je vais dans la direction d'une séance plutôt cool, voilà, où je vais pas trop lui mettre la tête en bas parce qu'il est en train de digérer son burger, tu vois, ça c'est pour ça, faut être connecté à l'humain, pas être connecté à une machine, tu vois. Ouais. Ok. Je voulais qu'on parle aussi des tendinites. Toi, comment est-ce que tu soignes les tendinites? Parce que j'imagine que tu dois en avoir passé quand même pas mal.
Ouais, bah, les tendinites, ouais, c'est. Attends juste, hop, je me place différemment. Hop. En gros, Ouais. les tendinites, c'est un déséquilibre entre le niveau de force que ton corps peut faire Mhm. et ce que tu lui demandes. C'est ça, une tendinite. C'est-à-dire que mentalement, tu dis à ton corps, je veux faire ça. Lui, il peut faire que ça. Et il va le faire, hein. Mais de là à là, tu vas tirer sur le tissu. Si je suis là, si je fais ça, c'est bon. Ça revient à la norme. Si je suis là, que je fais ça, là, il y a encore la trace, hein. Donc c'est la même chose au niveau des tissus. Les tendinites d'une manière générale, c'est un déséquilibre entre ce que tu demandes et ce que tu fais. Donc la caractéristique typique. Voilà, je reviens de vacances, donc je me suis déconditionné physiquement. C'est-à-dire que physiquement, mon état physique est plus bas. Avant les vacances, je faisais 10 kilomètres de footing. Je reviens de vacances 2 semaines après, mon physique, mes conditions physiques a diminué, mais pourtant, mentalement, je dis, oh, ah, c'est bon, c'est 10 kilomètres, je les faisais ici. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Parce que là, ton physique, il est là. Donc du coup, bah après, la personne, elle le fait, et elle se génère une tendinite, ici. Alors peut-être pas tout de suite, parce que voilà, elle est entraînée, mais elle se génère une tendinite, voilà, au bout d'un mois, 2 mois, je comprends pas, j'ai des douleurs aux genoux, et voilà. Ah, ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu passes d'abord, avant une période d'inactivité, il faut que tu repasses d'abord par une petite phase de renforcement musculaire pour te remettre ton physique et tes tendons à niveau pour qu'ils puissent supporter la contrainte des 10 kilomètres. Et là, ce que je t'explique, si tout le monde le comprenait, les tendinites n'existent plus, hein. Hmm. Donc Et voilà comment tu comment les je traite les soignes? tendinites. Je traite Ouais. les tendinites en jouant sur la charge d'entraînement des personnes. C'est-à-dire Et que quand c'est trop tard? je diminue. Donc la personne, voilà, elle a mal. Ça y est, elle a mal. Ok. Bah, je vais diminuer sa charge d'entraînement, ce qui est très dur. J'essaie de le faire au minimum parce que quand t'es avec des sportifs de haut niveau, c'est dur de leur dire, bah là, mec, faut que tu enlèves un entraînement, sinon t'es mort. Et de l'autre côté, bah moi, je vais augmenter son niveau de force. C'est-à-dire que là, il va forcément moins s'entraîner, et moi, je vais prendre le temps de son entraînement pour le renforcer. Et c'est ça qui va faire qu'au final, après, il va réaugmenter son niveau et on va suivre. Ça, c'est l'idéal de l'idéal. Maintenant, je travaille à l'INSEP et à l'INSEP, des fois, tu peux pas leur dire bah, diminue ta charge d'entraînement. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah là, on va essayer de faire un peu de renfort, mais on peut pas trop parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Si tu me fais du renfort sur quelqu'un qui s'entraîne, bah tu vas juste augmenter la charge d'entraînement en fait. Tu vas pas, tu vois. Donc du coup, bah il y a tout un tas de techniques clipo, d'écart, massage, trucs comme ça, qui va calmer le message douloureux qui est ici. Donc les personnes vont continuer à s'entraîner, mais le message douloureux va être moins présent, donc ils vont pouvoir s'entraîner. Mais bon, ça c'est une usine à gaz, c'est-à-dire que tôt ou tard ça va exploser. Tôt ou tard ça finira par une douleur tellement insupportable que voilà, et c'est comme ça que tu vois des gars avec des traces de ventouses de partout, des tapes de couleurs, fuchsia de partout. Ils ont tout un tas de trucs bibelots pour compenser le travail euh, mécanique qu'ils n'ont pas fait en fait. Ouais. Donc l'application de froid, tout ça, tu... Non? De pommade... Bah ça c'est bien quand c'est traumatique quoi. Tu viens Ouais. de te faire une entorse, ouais, tu mets un petit peu de froid le premier jour et puis après t'arrêtes. Hmm. Voilà, c'est des trucs, c'est du cache-misère quoi. Ça, c'est du cache-misère. Ça, c'est de la kiné du sport. Ouais. Le mec sort du ring, je lui mets du froid. Ouais, pas de souci. Maintenant, tu fais ça au cabinet. Moi, j'ai certains kinés, je les vois. Ils font ça au cabinet. Mec, t'as rien compris à ton taf, en fait. Si tu vis du froid, le mec, il, il achète un plat de petits pois, il se les met au frigo, il se le fait son froid, hein. Il a pas besoin Oui, de bien sûr. payer 50 balles avec un dépassement d'honoraires pour que tu mettes du froid. Enfin, Ouais. moi, jamais de ma vie, je vais chez le kiné, il me met du froid. Je dis, gars, tu
qui me sert à quoi en fait? Ouais, Dis-moi mais, juste, mets du froid, hein. ouais, mais est-ce que, bah, justement, en tant que kiné, tu recommandes à tes patients d'appliquer du froid quand ils rentrent chez eux, de... Ouais, ouais, Ouais. voilà, je leur dis, bah là, la séance, on a bien forcé, Mm, glace. mm. Voilà, et c'est ok en fait. Mais même, ils préfèrent, enfin, mes patients, ils préfèrent mille fois le faire chez eux au calme, Ouais, devant leur télé, que dans mon cabinet, à être assis, à voir les gens s'entraîner, et puis eux, ils ont leur pack de glace sur le genou. Dans mon ouais. cabinet, je travaille avec d'autres kinés, je les vois faire ça. Et ils me regardent en mode, ah putain, la chance. Je dis, bah ouais, la chance, mais lève-toi et prends-toi en main aussi. Ouais. Tu recommandes autre chose, je sais pas, des compléments, même si tout à l'heure tu as dit que bah, tu étais préparateur physique, kiné, podologue, tu n'étais pas nutritionniste, mais je sais pas, tu recommandes d'autres trucs pour les blessures du type inflammatoire? Ouais, bah après, il y a le combo des aliments et des compléments pour le combattant, d'une manière générale. C'est le combo oméga 3, euh, magnésium, vitamine D, vitamine C, éventuellement zinc aussi, c'est intéressant, et créatine. En Ok. gros, c'est ce combo-là avec le curcuma aussi. Curcumine. Là, on a un pack cicatrisation, on a un pack anti-inflammatoire qui est intéressant. Après, voilà, c'est 10% du processus, hein. Hmm. Si tu te gaves d'aliments inflammatoires, donc si tu te prends des grosses pâtes avec un indice glycémique bien élevé avec un bon steak, ah bah là tu te prends un combo un combo inflammatoire fort. Si tu rajoutes ta petite curcumine derrière, ça va pas faire grand-chose, hein. Ouais, bien sûr. Donc après c'est voilà, c'est pour ça que ça c'est important de contacter un nutritionniste aussi pour ça quoi. Hmm. Et donc le collagène, toi, c'est pas un truc qui Bah, t'a... le collagène, moi personnellement j'ai testé, j'ai vu aucune, j'avais une petite tendinite à l'avant-bras. Ok. Parce que j'ai fait le con, je sais pourquoi. En fait. Je sais pourquoi. J'ai eu la bonne idée de faire un concours de bras de fer avec le 7e mondial de bras de fer qui est français, qui est aussi kiné. Ah, Et bah. donc il m'a montré, chez lui, il a une espèce de table pour faire un bras de fer, et il m'a expliqué comment on faisait un vrai bras de fer. Hmm. Bon voilà, bon, il m'a niqué. Donc du Ouais. coup, tendinite, je me suis dit, tiens, je vais tester le collagène. Je me suis fait presque 6 mois de collagène, alors de peptides de collagène et pas le collagène, voilà, il faut le prendre sous forme de peptides. Si on prend le collagène classique, c'est digéré, c'est terminé. Le peptide de collagène, il permet de directement passer au niveau estomac. Donc j'ai pris peptide de collagène, je me suis fait 6 mois, ça m'a rien fait, hein, on va pas se mentir. Les gens autour de moi, c'est du 50-50. Il y en Ouais. a, c'est magique, il y en a d'autres, ça fait rien. Donc moi, c'est toujours pareil, c'est la même chose en kiné. Moi, des trucs que ça marche sous condition, ça peut faire ci, ça peut faire ça, moi je le prends pas. J'ai pas le temps de jouer à la roulette russe avec ma santé en disant ça peut peut-être faire, je te fais ça, mais peut-être que ça va pas. Non, bon bah fais pas. Tant pis. Il y a d'autres options quoi. Donc en gros voilà. Donc le collagène, faut tester. Peut-être que ça marche. Faut tester. Au niveau des études, c'est 50-50. Moi, sur le terrain, c'est du 50-50 aussi. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que c'est faut du peptide de collagène. Ça, c'est sûr. Et pas prendre du collagène classique. Après, j'ai envie de dire, encore une fois, tout le bail financier des compléments alimentaires, tu vas Hmm. pas tomber non plus là-dedans. Se prendre se- prendre des algues, par exemple, manger des algues. Bah, dans les algues, il y a du collagène de qualité, il y a du collagène marin de qualité. Il y a en plus dans les algues, il y a tout ce qui est les minéraux qui sont importants, bien dosés. Donc, se prendre des algues, la spiruline, des choses comme ça va être intéressant. Mais bon, on est vraiment dans le détail du détail. C'est vraiment pas ça qui va être waouh. La base, c'est oméga 3, vitamine D quand il fait pas beau, quand on vit dans une ville comme Paris, oméga 3,
Vitamine C, ça c'est barrière immunitaire indispensable. Oméga 3, c'est pour tout ce qui est la reconstruction des tissus blessés, donc c'est indispensable. Et tout ce qui est curcumin pour le côté un peu anti-inflammatoire, là tu as un pack qui est pas mal. Après la créatine, il y a des études qui ont montré que ça peut être pris en continu. Euh, il n'y a pas de risque pour l'instant. On n'a pas trouvé de risque. On entend souvent pour les reins, les machins comme ça. Il n'y a pas de risque. Après, dans les sports de combat, faut faire un peu attention avec la créatine parce que il y a une rétention d'eau qui va se faire au niveau des muscles. Bah, forcément, tu vas prendre du volume musculaire, mais il va y avoir une rétention d'eau. Donc, si tu dois perdre du poids et tout, faire gaffe. Si tu as des cuttings, des choses comme ça à faire. Mais la créatine, on sait que c'est un régénérateur au niveau cerveau. Et on sait qu'au niveau de l'alimentation, on peut difficilement se l'apporter parce que bon, bah, la grosse source de créatine, c'est de la viande rouge. Sauf que la viande rouge, bah, c'est un inflammatoire. Donc du coup, voilà, c'est toujours pareil. C'est comme on dit, ouais, je prends un verre de vin tous les jours parce qu'il y a des antioxydants. Ouais, des antioxydants. Mais dans le verre de vin, t'as aussi de l'alcool. Et l'alcool, c'est un toxique. C'est même pas un oxydant, c'est un toxique. C'est du toxique, carrément. C'est un poison pour le corps. Donc du coup, tu prends un poison et un truc, ça n'a pas intérêt. Autant prendre du jus de raisin. Tu prends du jus de raisin si tu veux tes antioxydants. Donc Bien en sûr. vrai, voilà, c'est la balance. Donc viande rouge, on peut pas prendre 5 tonnes de viande. Donc en vrai, se complémenter en créatine, c'est bien. Ok. Non, bah, c'est très cool. Tu parlais de cerveau aussi. On peut parler de commotion cérébrale. J'imagine que t'en vois passer. Ouais, bah ouais, ouais. En fait, faut savoir que ça, c'est un truc qui est pas beaucoup connu, même par les médecins. Donc, il y a un protocole post-commotion et le rôle des kinés est super important. En fait, c'est eux qui gèrent le protocole post-commotion. Les gens comprennent pas que les commotions, c'est comme une entorse, en fait. C'est comme une blessure, ça demande de la rééducation. Et les médecins savent même pas ça. J'ai discuté avec un médecin. Je dis, est-ce que tu peux me faire une ordonnance pour un suivi post-commotionnel? Et il me dit, mais pourquoi? Pourquoi c'est toi qui fais ça? C'est un neurologue qui fait ça. Non, non, le neurologue, il prescrit juste des trucs, c'est tout. C'est pas son taf. Le protocole post-commotion, c'est au kiné de le faire. Et, euh, et ça, bon, bah, il y a tout un protocole à suivre qui s'étale sur un mois, 2 mois. Ça dépend le degré de la commotion. Mais ouais, je vais faire un webinaire dessus là à la fin du mois normalement Ouais. Bah, avec ça sera sorti. bah, fin du mois de novembre du coup. Hmm. Ça je donne une date avec un préparateur mental et un psychologue et une nutritionniste. Pareil, tout le monde est orienté sport de combat Ok. et ce sera un webinaire sur genre, voilà comment la gestion des post-commotionnels, quoi, en gros. Ok, bah tu m'enverras le lien, je le mettrai en description de cette vidéo. C'est... Ok, ça va se présenter comment, sous quelle forme? Parce que du coup, Ça un sera pré... le truc, ce sera un webinaire. Ouais, mais avec une psychologue, un coach mental... Et en fait, bah, on sera comme on est là, on sera en triptyque, Ouais, et on sera comme une espèce de table ronde, mais avec bon, le thème principal, les commotions, et un fil directeur qui sera comment dire, le protocole post-commotion. C'est-à-dire qu'en gros, tu sors de ta commotion, tu vas faire ton scanner cérébral si ton inconscience a été supérieure à 1 minute. Tu vas faire ton scanner cérébral. Si on a diagnostiqué la commotion, ça veut dire que tu vas avoir certains signes. Tu vas avoir, par exemple, la lumière va t'agresser, les sons vont t'agresser. Donc, faut te mettre dans un noir complet et absence totale de son pendant 48 heures. Après ça, tu vas falloir reprendre l'activité physique extrêmement doucement pour pas qu'il y ait trop de sang qui arrive dans la tête. Donc, pas de travail avec des chutes, pas de travail avec la tête en bas. De l'activité cardio qui va faire circuler le sang un peu dans tout l'organisme pour voilà venir entre guillemets drainer l'hématome qu'il y a au niveau de la tête. Donc voilà, donc ça va être tout ça. Le fil directeur, ça sera tout le protocole. Mais voilà, et puis eux, ben, à chaque étape du protocole, ils vont mettre leurs petits trucs. Parce que voilà, au niveau de la nutrition,
il y a des choses à manger qui sont importantes, notamment bon, oméga 3, créatine, etc. On sait que tout ça, c'est des réparateurs. Donc au niveau du cerveau, c'est indispensable. Et bah, la nutritionniste nous fera des recettes, nous montrera des petites recettes simples. Voilà, vous pouvez mettre ça, 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 le cuire comme ça, parce que si vous le cuisez comme ça, vous supprimez le bénéfice de ci, de ça. Voilà, des espèces de recettes post-commotion, quoi. Ok. Et le préparateur mental et psychologue, ce sera plus la gestion du stress post-traumatique, comment faire pour voilà les outils qu'on a pour pouvoir revenir sur dans la cage ou dans le ring sans une appréhension parce que ça arrive souvent et voilà c'est méconnu de fou. Autant la préparation physique, ça commence à débarquer dans les sports de combat, autant la préparation mentale et la psy, c'est quelque chose qui est on en entend vaguement parler, mais c'est quelque chose qui est pas du tout développé. Donc Clairement. dommage. Mais moi j'ai vu plein de combattants qui se sont pris des KO, méchants KO, et avoir un stress post-traumatique qui fait que à chaque fois qu'ils se retrouvent dans la situation dans laquelle ils se sont fait mettre KO, qu'ils se retrouvent paralysés. Donc même pendant le combat, ils sont paralysés. On comprend pas, ils réagissent plus. On leur dit mais fais ci, fais ça, nanana, mais en fait, ils sont paralysés parce que leur cerveau a revécu la même situation. Et comme il n'y a pas eu de traitement psy derrière pour enlever ce biais cognitif, et ben du coup, la personne revit le truc en boucle. Et ça peut ruiner des carrières. Hein. Il y a des mecs qui se sont jamais remis d'une commotion. Hein. Ouais. Non, bah, Tu génial, vois, par exemple, Benoît Saint-Denis. bah, on Tu sait. vois, Ouais. Benoît Saint-Denis voilà, il s'est fait mettre KO par Poirier. Bah là, son dernier combat, alors, bon, le camp était peut-être pas ouf, je Ouais, sais c'est pas le pas. seul facteur après, peut-être. Voilà, mais ça participe. Il avait quand même, tu vois, ça Ouais. participe. Là, on sentait qu'il n'était pas aussi conquérant et violent que d'habitude. Il était un peu sur la réserve, tu vois. Parce que même si le camp il est éclaté, ok, physiquement il disait qu'il était en forme. Bon bah ouais, moi j'ai pas vu du Benoît Saint-Denis quand t'es rentré dans la cage, j'ai vu un combattant classique, tu vois. Donc Clairement. Non, bah, génial, tu m'enverras le lien, je te dis, je le mettrai ouais, en description. Bon, et du coup, la suite pour toi, François, tu me disais, d'ouvrir un cabinet spécialisé sport de combat. C'est un gros projet que t'as? ouais, en fait j'ai été, c'est une idée que j'ai longtemps eue, c'était Ouais, d'ouvrir l'UFC Institute en France. ouais. Donc l'UFC Institute, tu peux En expliquer ce que c'est? gros, l'UFC Institute, c'est un INSEP des sports de combat. Pour ceux qui connaissent pas l'INSEP, c'est une espèce de zone euh, où tous les pôles de la performance du sportif sont réunis dans un seul et même endroit. Donc, médecin, nutritionniste, prépa physique, prépa mentale, kiné, coach, préparateur physique, voilà, tout ça dans le même endroit. Et donc, aux États-Unis, comme ils ont bah, forcément de l'argent, bah, les sports de combat, ça rapporte un petit peu. Et donc, du coup, ils ont créé à Las Vegas un UFC Institute, c'est-à-dire une zone que pour les combattants de l'UFC. C'est que les combattants de l'UFC qui peuvent rentrer. Même pour y rentrer, il faut être accompagné d'un combattant de l'UFC. C'est Et gratuit pour eux. c'est gratuit pour eux. Et du coup, ils sont accompagnés là-dedans et ils ont accès à un nutritionniste, à tout ce que je t'ai dit. Toi, tu y es déjà allé du Gratos. coup? Ouais, j'y suis allé pour accompagner Oumar Sy, son dernier UFC, son UFC, pas Paris, l'autre l'avant-dernier. Et du coup, bah, quand j'étais là-dedans, donc je connaissais déjà l'UFC Institute depuis longtemps. Et bah, j'ai pu voir un petit peu comment c'était sur le terrain et tout, c'est cool. Bon, j'ai essayé d'en faire un en France, donc mais bon, je me suis vite frotté au budget. Hein, déjà si j'ouvre un UFC Institute, ça implique une franchise et la franchise américaine, autant te dire que ça se compte en millions. Mhm. Et pour rentabiliser ça, c'est impossible. En France, tu rien que kiné, tu fais un dépassement de 5 euros, on te crie dessus. Alors laisse tomber. Ouais. Pour rentabiliser un truc de l'UFC Institute, ce serait terrible. Le sport de combat, le sport d'une manière générale en France, voilà, on n'est pas une terre de sportifs d'une manière générale.
et encore moins des sports de combat. Donc vraiment, c'est un bourbier et tous ceux qui ont essayé de faire un truc un peu qui s'y rapproche, ils se sont cassés les dents. Ça fonctionne pas. Donc du coup, j'ai décidé plutôt d'ouvrir un cabinet de kiné orienté sport de combat avec une équipe de kinés tous formés au sport de combat et qui pratiquent les sports de combat que j'ai formé sur le terrain et que j'ai formé au cabinet, des stagiaires à moi. Et bah, le but, voilà, c'est d'avoir tout pour le combattant, c'est-à-dire il peut se rééduquer, il peut faire sa prépa physique, il peut faire sa gestion de poids aussi, donc il y aura tout ce qui est balance, sauna, etc. Et il aura la possibilité aussi d'avoir tous les soins de récup, massage, cryo, voilà. En gros, ça sera le cabinet sera ça quoi. Donc ça va s'ouvrir, j'aimerais bien un février. Ok, donc ouais, c'est C'est récent, c'est là, c'est c'est là. proche, ouais. Ouais. Trop bien. Ça serait dans Paris? Ça serait exactement, ça sera au district, c'est un club de MMA à Montreuil. D'accord, ok. Donc je suis collé à un club de MMA, donc je peux pas mieux faire. C'est-à-dire que j'ouvre une porte, de l'autre côté j'ai une cage, j'ai des sacs, j'ai des rings. Donc pour faire tout ce qui est prépa, etc. sera le top. Ok. Le nom est public ou pas encore? Il y a un site, quelque chose comme ça? Ouais, bah il n'y aura pas de site, mais le nom, ça sera Fight Sport Therapy. Ok. Pareil, je mettrai en description du coup. Et, Bah, trop bien, François. Il y a un truc que tu veux rajouter ou... bah, en termes de projet là qui va débarquer, je suis en train de faire une formation là sur la gestion de la récupération et des blessures dans les sports de combat avec Nicolas Hoth, qui est Ouais. préparateur physique euh, et nutritionniste. Et du coup, là, on a fait une formation de 15 heures sur ça, qui n'existe pas nulle part. Ok. Et donc ça sera sous format e-learning. Et en gros, bah là, je suis en train de monter un site pour faire du contenu de formation en ligne, en gros autour des sports de combat. Voilà, par exemple, bah ça. Et après, il y aura plein de petites formations sous format vidéo de 30 minutes sur voilà la gestion de la tendinopathie de l'épaule du boxeur. Voilà, par Hmm. exemple. Ouais. Ou renforcement de la cheville du grappleur qui vient de se prendre une clé. Voilà, avec des. En fait, c'est un contenu Instagrammable, on va dire, mais payant et de qualité. C'est-à-dire que c'est pas juste un reel de 1 minute, une vidéo de 30 minutes, 1 heure sur voilà des thèmes qu'on rencontre dans les sports de combat, le renforcement des cervicales pour les combattants, voilà. Trop bien. Donc ouais, ça c'est le projet qui arrive là. Et puis en parallèle, bah, je rédige des articles dans Karaté Bushido Hmm. sur des thèmes comme là, je suis en train de préparer la mobilité dans les sports de Ouais. combat. Donc à terme, pourquoi pas faire un livre après. Bah, c'est trop bien. Franchement, félicitations déjà pour tout le chemin parcouru et Ben, force pour merci la à suite, hein. toi. C'est très bien. C'est Merci à super. toi. Bah écoute, je mettrai du coup tout ça en description avec tes Yep, réseaux, Instagram, donc François Maubert et Mauberland. yep. Et puis bah merci à toi, hein, franchement, Bah, pour merci cette à toi discussion. pour m'avoir contacté, c'est cool. Ouais, c'est très très sympa. Donc bah écoute, merci. Bah, merci à toi.